Bonjour à tous, c'est Baptiste, ingénieur produit chez Lone Rider. Dans ces vidéos, je vous présente le développement de tous nos produits, de la phase de conception jusqu'à la phase de réalisation, de montage, etc. Et tout au cours de ce processus-là, on essaye de recueillir un maximum d'informations de votre part sur ce que vous aimez pas, ce que vous voudriez, etc. pour que nous, on l'intègre au produit et qu'à la fin, quand le produit sorte, il corresponde parfaitement à vos besoins. Aujourd'hui, on parle plus précisément des crash bars et du sabot pour la R1300 GS. Comment est-ce qu'on le développe? Où est-ce qu'on en est? C'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on apporte sur ce produit-là? On commence maintenant. Donc pour faire une conception de crash bar, de sabot, et pour tous les autres équipements qu'on est en train de développer autour et sur lesquels il va y avoir pas mal de vidéos, on a besoin d'un scan 3D de la moto. C'est ce qui nous permet derrière de faire la conception et d'avoir tous nos points d'ancrage, les encombrements, vérifier que tout passe, qu'il n'y a rien qui tape les uns dans les autres. Donc voilà, on a besoin d'un scan 3D. Donc là vous voyez les différentes étapes qu'on a eues dans notre scan, les premières conceptions de crash bar qu'on a faites, etc., etc. Donc voilà, on part de ce modèle-là, et ensuite autour de ça, on va construire toute notre gamme d'équipements. Voilà, jusque-là, énormément de crash bars étaient faites de manière extrêmement rigide, c'est-à-dire qu'elles étaient très très solides, et donc du coup, n'importe quel choc qui allait, la crash bar ne bougeait pas du tout. Alors c'est bien et c'est pas bien. D'un côté c'est très bien parce que la crash bar elle bouge pas et donc du coup elle ne s'endommage pas. Par contre c'est pas bien parce que cet effort, quand on transmet un effort en cas de choc, en cas de crash, etc., et bien cette énergie, il faut qu'elle se dissipe. Donc si on a quelque chose qui est infiniment rigide, ça marche, sauf qu'une crash bar en particulier installée sur une moto, c'est pas infiniment rigide, parce que cette crash bar elle est accrochée à des points de fixation, et ces points de fixation sont rarement infiniment rigides. Dans le cas de la R1300 GS, les points d'ancrage sont sur le moteur, dans d'autres cas c'est sur le châssis, et les différents cas qu'on peut avoir, c'est que si la crash bar est trop rigide et qu'elle n'absorbe pas les chocs, eh bien tous les efforts vont être transmis directement dans les points de fixation, donc que ce soit le châssis ou les ancrages moteurs, et on va soit venir casser les points de fixation moteur, ou alors venir tordre le châssis. Donc c'est quelque chose qui est assez peu perceptible, ça arrive assez rarement, et c'est vraiment dans des cas extrêmes de vraiment une très très grosse chute, ou dans le cas de chute répétée. Mais voilà, si on n'a pas d'absorption, et on va se retrouver à au final pas protéger et à la limite presque endommager la moto. Donc nous ce qu'on va faire sur ces crash bars là, c'est qu'on va essayer de réduire au maximum les contraintes qui vont être transmises dans la moto, et donc on va essayer d'absorber un maximum de choc. Et ça c'est vrai aussi bien pour la crash bar que pour le sabot. Donc sur cette crash bar, on a décidé d'avoir 4 points d'accroche, parce que c'est plus stable et ça limite les déplacements. Et ça nous permet de les centraliser ailleurs et de les absorber là où on a envie de les absorber. Et on a également des sliders qui sont intégrés pour protéger le cylindre. Donc on a d'un côté donc une plaque en métal qui vient protéger le cylindre des roches, etc., qui viendraient en contact quand la moto tombe. Mais en plus de ça, on va avoir une matière absorbante entre la plaque métallique et le slider, qui est un slider en plastique. C'est un peu l'équivalent des sliders qu'on a sur les motos de course, sur les pilotes des motos de course, où voilà, on a une haute résistance à l'abrasion, et ça nous permet du coup d'éviter de trop endommager la crash bar quand on tombe, et en plus de ça, d'utiliser le matériau qu'on a entre la crash bar et notre slider pour absorber une partie des chocs et limiter les pics de contraintes qu'on peut avoir dans la moto. Donc voilà pour l'instant l'état de la conception. Donc là on a la crash bar basse et les sabots qui sont complètement conçus et qui sont prêts à être fabriqués pour la phase prototype. Il nous reste la crash bar supérieure qui est en cours de conception, je suis dessus, et donc du coup dans très peu de temps on pourra commencer à faire des tests et commencer à faire des simulations aussi avec tout l'ensemble et voir l'ensemble des contraintes, où est-ce que ça se dirige, est-ce qu'on a de la déformation plastique ou pas, et voilà, d'analyser un petit peu tout ça. Ce qu'on a essayé dans notre pack de protection qu'on est en train de développer, c'est de le rendre compatible avec le maximum de motos et le maximum de situations selon les packs, etc. Parce que BM a énormément de packs à chaque fois, et il y en a qui ont déjà des crash bars qui n'ont pas forcément envie de les changer, il y en a qui auront déjà un sabot, il y en a qui n'auront rien du tout, et voilà, ça permet d'adapter un petit peu tout ça. Donc la crash bar haute, elle est compatible
des crash bar basses Lone Rider et des crash bar basses BMW, et le sabot, il est compatible des crash bar basses Lone Rider et BMW, mais les sabots d'origine, que ce soit l'enduro qui est un peu plus long ou le tout petit, ils sont également compatibles avec nos crash bar basses. Donc voilà, comme ça permet, en fonction de ce que vous voulez et comment votre moto est configurée, de l'équiper juste avec ce que vous avez envie et ce que vous avez besoin. Donc ensuite, une fois qu'on a fait notre conception, une fois qu'on a fait la conception, donc j'ai fait un proto imprimant 3D que j'ai installé sur ma moto, et comme ça me permet de voir au niveau des encombrements, au niveau des points d'ancrage, qu'il n'y ait pas d'erreur dans la conception, pas d'erreur dans le scan. Donc de ce point de vue-là, tout est bon, ça nous permet aussi de voir en vrai à quoi ça ressemble et où est-ce qu'il y a des ajustements à faire, parce que la liaison entre le 3D et la vie réelle, des fois, on manque des petites choses. Donc du coup, ça nous permet de faire des tests, et notamment un point que je veux vous montrer, c'est au niveau de la déformation. Pourquoi est-ce qu'on a 4 points? Pourquoi ils sont placés comme ça? On regarde tout de suite une vidéo et je vous explique. Donc là, ce qu'on peut... ici, on a la crash bar qui est imprimée en 3D, donc qui est en plastique, et c'est quelque chose qui est très très souple. Mais l'avantage, c'est que ça nous permet de voir en fait les efforts, selon là où est-ce qu'on appuie, et d'amplifier énormément les mouvements et de voir ce qui va se déplacer, ce qui va se passer. Et donc là, on voit qu'en cas de crash, on va avoir le point d'impact qui va être dans cette zone-là, et on a nos 3 points de fixation, donc qui sont les mêmes que l'origine BMW, et on va voir ce qui se passe quand on a l'impact. Et là on voit, ça vient se déformer au niveau, donc là à l'avant ça bouge pas du tout, mais par contre tout l'effort va être derrière. Donc ce que fait BMW sur la 1200, la 1250 et qui refont encore sur la 1300, c'est qu'ils partent sur 3 points d'accroche et un 4e point qui lui va être dans cette zone-là, entre le cylindre et la crash bar, et en cas de déformation trop importante, on a ce petit bout de caoutchouc qui va venir se compresser et absorber les chocs. Le problème, c'est que on a déjà une partie de la déformation qui a été absorbée, on a déjà une partie de la déformation qui a été transmise dans la moto, et ensuite, on va venir s'appuyer directement sur le moteur. Donc nous, au lieu de s'appuyer sur le moteur, on va se mettre sur un 4e point d'accroche, et au lieu d'avoir du jeu, on va venir précontraindre justement cet absorbeur de choc pour éviter de passer au-delà en termes de déformation, des déformations plastiques, et de rester toujours dans l'élastique et d'absorber les chocs directement. Mais voilà, ça vous donne une idée un peu du déplacement qu'on a quand on a uniquement 3 points, parce que là, le 4e point n'est pas accroché. Donc après, rapidement, c'est vraiment très très basique pour bien comprendre ce que c'est que l'absorption de choc et comment ça se passe. Dans le domaine de la mécanique, la déformation, comment ça se passe? On a 3 phases. Donc on va avoir ici la déformation en abscisse, et en ordonnée, on va avoir les contraintes. Et on a 3 phases dans cette déformation-là. Donc là, c'est ce qu'on appelle le déplacement, donc c'est de combien de la distance qu'on va avoir de déformation, et donc ensuite on va avoir les contraintes qui sont dans ces pièces-là. Donc au début on a de la déformation élastique, c'est-à-dire qu'on a un petit déplacement et la pièce revient en place là où elle était, et donc ça on peut le faire entre guillemets une infinité de fois. Après on rentre dans le domaine de la fatigue, c'est un truc un petit peu différent, mais voilà, globalement, donc là tant qu'on est sur de l'élastique, notre pièce n'est pas endommagée. Ensuite on va avoir la déformation plastique, où c'est là où on va mettre un effort qui est plus important, et ce qu'on va faire, c'est que donc ça revient, mais ça revient pas complètement. Et ensuite, plus on va aller loin, et après on va aller jusqu'à la rupture de notre pièce, ou peu importe. Enfin, nous, pour ce qui nous intéresse ici, les crash bars, le but, ça va être de rester en permanence dans le domaine élastique. Et donc pour rester en permanence dans le domaine élastique, il faut qu'on absorbe les chocs, mais il faut également qu'on limite le déplacement au maximum. Et donc là, les prochaines étapes, ça va être finaliser la crash bar supérieure, terminer le design du slider, je vous en parle juste après, et puis ensuite lancer la phase prototype, et si tout est bon, on va pouvoir lancer les analyses, etc., et lancer en production. Donc pour le sabot, on a 3 choses à prendre en compte. Donc la protection, en termes d'enveloppe, donc c'est protéger au maximum toutes les surfaces qui pourraient être exposées en cas de chute, si on arrive en limite de garde au sol, etc.
Donc là, on a essayé de faire un sabot qui couvre le maximum la moto et les points qui sont exposés. Le deuxième point, c'est la matière du sabot. Ensuite, on a deux options en termes de matière. On a soit en aluminium, soit en plastique. Et enfin, les points d'ancrage, comment est-ce qu'on accroche ce sabot-là. Donc pour la partie enveloppe de protection, ça c'est bon, c'est fait, on couvre au maximum tous les points qui peuvent potentiellement être exposés, etc. Ensuite, au niveau des matériaux, donc deux choix, aluminium ou plastique. Les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs inconvénients. Donc l'avantage de l'aluminium, c'est que c'est solide et c'est léger. Donc en mettant on est en général sur des tôles de 4 ou 5 mm, donc ça fait quand même des sabots qui sont un petit peu lourds, mais voilà, c'est quelque chose qui va assez peu se déformer, et qui du coup va bien protéger la moto. Le problème par contre, c'est que ça fait du bruit et ça n'absorbe pas les chocs. Donc ça absorbe mieux que si on était sur de l'acier, mais ça n'empêche que on reste sur du métal, donc il y a assez peu de déformation, assez peu d'élasticité dans ce matériau-là. Et donc du coup, ça va très peu absorber les chocs. Donc c'est là où c'est très important d'avoir des points de fixation qui soient compatibles justement avec cette absorption de choc, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des cas, où on a un sabot qui est vraiment directement fixé sur les points moteurs en dessous, et où là, du coup, tout passe directement dans les points d'ancrage moteur, et où on peut arracher simplement les filetages, ou faire un trou dans le moteur. Donc voilà, c'est voilà. De l'alu, pourquoi pas, mais il faut que les points d'accroche derrière soient faits en fonction, et ensuite, c'est également très bruyant quand on roule sur des routes qui sont en gravier, etc. Enfin, quand on roule sur de la piste, on va avoir tout un tas de projections et ça génère énormément de bruit. Ce qui n'est pas vraiment gênant, mais quand on a goûté au sabot plastique, ça change quand même un peu ça change assez vite la donne. Donc ensuite, l'avantage du plastique, c'est qu'on a de l'autre côté le sabot en plastique, il est léger également, mais il est moins rigide, donc il va absorber plus de déformations. Et donc absorber plus de déformations, ça veut dire que le débattement possible du sabot, si on va mettre un coup très élevé, il peut aller jusqu'à entrer en interférence avec le moteur ou avec les parties qu'il est censé protéger. C'est là où les critères du plastique sont à prendre en compte, et qu'il faut qu'on ait plus de matière, qu'on ait des points de fixation qui permettent justement de limiter ces déformations-là jusqu'à arriver au carter. Mais si un sabot plastique est bien conçu, on a d'un côté l'avantage de l'absorption des chocs, où on va limiter les efforts qui sont transmis directement dans la moto, et d'un autre côté, une protection qui reste très bonne. Et ensuite, l'autre avantage du plastique par rapport à l'aluminium, c'est le bruit, ça fait beaucoup moins de bruit. Donc les points de fixation d'origine sur l'ABM, c'est des petites pattes de fixation qui viennent se fixer directement sur le carter d'huile en bas. C'est bien tant qu'on n'a pas vraiment de gros chocs. Parce que dès qu'on va avoir des gros chocs, on va venir tordre ces pattes-là qui peuvent rentrer en contact avec le moteur, on peut venir directement percer le moteur avec le sabot, enfin voilà. Ces points d'ancrage-là, c'est vraiment pas une bonne solution, et globalement, d'accrocher un sabot directement sur les points d'ancrage moteur, c'est pas terrible. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des points de fixation qui viennent se prendre directement sur la crash bar inférieure, donc on a ces deux points à l'avant qui viennent se fixer sur la crash bar inférieure, les deux points au milieu qui viennent se fixer sur la crash bar inférieure également, et ensuite les deux points derrière qui, eux, sont fixés sur le châssis. Et l'avantage, c'est que on n'a rien d'accroché au moteur, donc on limite au maximum de venir transpercer le moteur, ou de venir endommager le moteur en cas de gros choc, et ça nous permet d'avoir toutes les vis qui sont déportées sur les côtés pour faciliter la manutention et l'entretien de la moto. On a juste à dévisser sur les côtés, et on se retrouve pas avec des têtes de vis qui sont complètement usinées à force de frotter par terre. Et enfin, ces pattes, elles sont dessinées de manière à ce que, dans les cas de déformation, elles se déforment vers l'extérieur, et qu'elles viennent pas rentrer en contact avec les autres pièces. Ce qu'on veut pas, c'est d'avoir un sabot où on va avoir une patte de fixation qui est prête à venir transpercer le moteur dès qu'elle vient se déformer. Là, tout est tourné de manière à ce que, selon les chocs qu'on va avoir, chaque fois l'effort est dispersé vers l'extérieur de la moto, et donc il ne va pas venir rentrer en contact directement avec l'échappement, ou le moteur, ou le châssis, etc. Donc voilà, maintenant on est dans la phase de design là, vraiment des sliders, de trouver la forme qui parle le mieux et qui interagit le mieux avec le design de la R1300, qui est un design
qui est un nouveau design et qui change beaucoup, donc maintenant c'est de trouver un petit peu les codes pour que ça fonctionne, et qu'on ait un look vraiment usine sur ces pièces-là. Donc c'est tout pour aujourd'hui, on a plein de produits en développement, j'ai fait assez peu de vidéos parce que je travaille à fond là sur le développement de toute la gamme de produits, on a les supports de valises, on va avoir les Vario qui arrivent, on a le sabot, la crash bar, etc. Extension de béquilles, protection de phare, voilà, on a énormément de choses, donc là il y a un peu moins de vidéos en ce moment, mais voilà, je reviens très vite vers vous. Si je vous ai pas d'ici la fin d'année, je vous souhaite à tous de très bonnes fins d'année, et je vous dis à très bientôt.